Sunderlight Production. Quel est le rôle du métabolisme en course à pied? Est-il possible de le booster pour, pourquoi pas, perdre plus de graisse? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un programme dédié à l'harmonie du corps et de l'esprit. Tous les mois, une nutritionniste et une préparatrice mentale vous partagent leurs meilleurs conseils pour optimiser votre santé et votre bien-être. Bonne écoute! Bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier épisode de Body and Mind avec Lauriane, notre nouvelle expert. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui fait couler beaucoup d'encre dans le monde du sport et du running, le métabolisme. Quelle est son utilité? Peut-on véritablement le stimuler? Comment influence-t-il aussi nos performances et notre capacité à brûler des graisses? Quels sont les facteurs qui peuvent le ralentir, l'accélérer? Eh bien, toutes ces questions, on va essayer d'y répondre. Et pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Lauriane Marquet en tant que nutritionniste du sport. Lauriane a collaboré notamment pour des équipes de France de judo, de l'INSEP, mais aussi pour des équipes de cyclisme professionnel. Mais ça, c'est elle qui va nous le raconter dans quelques instants. Lauriane, c'est un plaisir de t'accueillir pour cette saison 2 de Body and Mind. Voilà, ça fait plaisir. On va parler un peu plus de nutrition et on va rentrer un peu plus dans le fond sur ces questions-là hautement intéressantes. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bonjour Guillaume, je vais très bien, merci. Je suis ravie de faire partie de cette nouvelle saison avec vous. Justement, ce que je te propose pour faire un peu connaissance avec nos auditeurs, c'est que peut-être que tu te présentes, voilà, en 1 ou 2 minutes, nous raconter un peu ton parcours et surtout qu'est-ce que tu aimes autant dans la nutrition sportive, puisque tu en as fait ton métier. Exactement, ouais. Ça m'a occupé une bonne partie de ma vie. Donc moi, j'ai commencé par des études d'agroalimentaire. Après le bac, je suis partie dans une école d'ingé agroalimentaire et ma dernière année, j'ai fait une spécialisation en nutrition humaine. Voilà, j'étais déjà un peu dans l'alimentation, la nutrition. Et mon stage de fin d'études, j'ai eu la chance de le réaliser à l'INSEP. Et c'est là où je me suis un peu réorientée. Et après, en réalisant du coup une thèse à l'INSEP, vraiment en nutrition. Le sujet de la thèse? Ouais, nutrition du sport. C'était l'effet de la périodisation glucidique sur les performances en endurance. Intéressant. Ouais, passionnant. On pourrait faire un sujet sur ça. et voilà. Et donc depuis, donc j'ai soutenu ma thèse il y a quelques années déjà maintenant. Et voilà. En plus du coup d'allier au début du coup un travail de recherche, il y avait tout un travail d'accompagnement nutritionnel et scientifique des fédérations. C'est comme ça qu'a commencé la collaboration avec l'équipe de France de judo avec laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Voilà, une équipe pro de cyclisme avec laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, le pôle France voile aussi à Marseille, parce que je réside maintenant à Marseille. Maintenant, je suis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur, voilà, en tant que consulting en fait en nutrition du sport. J'ai un peu délaissé le côté recherche, mais voilà, je me passionne de nutrition du sport en alliant le côté santé et performance, le côté sportif où on vit des aventures humaines, le fait d'être dans des staffs avec une pluridisciplinarité et d'accompagner en fait des personnes dans leurs projets sportifs là pour le coup, voilà, et toujours basé voilà sur la science pour les conseiller le plus justement possible. Et tu t'occupes pas mal d'athlètes de très haut niveau, d'athlètes professionnels, même si tu gères aussi des athlètes amateurs. Ça, c'est un monde aussi qui te plaît et qui est aussi très spécifique et très, très ciblé, j'imagine. Ouais, voilà. Du coup, le fait d'avoir la chance de passer par l'INSEP, c'est vrai que du coup, j'ai développé plus une compétence du coup sur le sport de haut niveau, qui est effectivement un peu plus spécifique parce que vraiment très orienté performance. Mais voilà, on vit du coup effectivement des émotions et des choses incroyables, des préparations, des jeux, des championnats du monde, des championnats d'Europe, et c'est toujours très fort en émotions. Et c'est ça qui est vraiment très chouette dans ce métier. Ouais. Bon, tu vas nous aider justement un peu à vulgariser des notions du monde du sport, de la science, des recherches, du très haut niveau, pour savoir comment est-ce que nous, on peut, en tant que coureur amateur, même coureur du dimanche, peut-être s'inspirer des meilleurs pour pourquoi pas progresser ou en tout cas avoir une meilleure alimentation parce qu'on a tout à gagner en bien mangeant, et ça, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Alors justement, pour ce premier épisode, pour un peu ton passage d'essai entre guillemets, on va s'intéresser à un gros sujet et ça va être un peu
un peu l'ADN de cette émission de Body and Mind avec toi, c'est que tu sais qu'il y a des notions qui sont très courantes, très populaires, qu'on entend un peu partout, mais finalement, elles sont tellement populaires que plus personne se demande vraiment qu'est-ce que c'est. Raw challenge aussi ça. Est-ce que finalement, les connaissances qu'on avait il y a 5-10 ans ont-elles évolué? Et c'est ce qu'on va essayer un petit peu de bousculer. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un beau dossier parce qu'on va parler du métabolisme. Et le métabolisme dans le sport et la nutrition, c'est quelque chose, un mot qu'on entend énormément. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quels sont les enjeux? Tout ce qu'on peut entendre des fois qui sont à gauche, à droite, des fois qui me paraissent moi en tout cas qui me font un peu tiquer. Voilà, donc on va s'attaquer à ce sujet du métabolisme et aussi de la capacité à brûler des graisses parce que beaucoup de personnes commencent la course à pied, pourquoi pas pour perdre un peu de kilos en trop. Moi, ça a été mon cas. Et donc c'est vrai que voilà, on parle du métabolisme, on voit des fois ces gens qui mangent beaucoup et qui on a l'impression qu'ils ne prennent jamais de poids, ça fait rêver. Donc on va essayer de s'attaquer un peu à ce gros dossier. Et du coup, ma première question, est-ce que tu peux nous définir, nous éclairer avec une définition qui soit la plus pédagogique mais aussi exhaustive, hein, c'est l'enjeu, du complet et du concret, sur ce qu'est le métabolisme. Le métabolisme, c'est tout simplement l'ensemble des réactions chimiques qui vont se produire au sein de l'organisme pour son fonctionnement. Donc, on va avoir, nous, ce qui va nous intéresser, j'imagine beaucoup aujourd'hui, le métabolisme énergétique et le métabolisme, du coup, lié à l'effort, quoi. Mais il y a des métabolismes dans tous les organes pour faire en sorte que notre corps il fonctionne. Et il y a plein de... Enfin voilà, on parle notamment du métabolisme de base, qui est effectivement la quantité de calories dont l'organisme a besoin à minima pour fonctionner. C'est l'énergie qu'on dépense si on passait une journée allongée dans le lit, éveillé. Combien on a besoin de calories pour fonctionner. Et du coup, voilà, comment est-ce que la nutrition va complètement être reliée au métabolisme, parce que au-delà d'être juste des calories, ça va demander des besoins nutritionnels qui font que les organes vont fonctionner. Alors, dans l'inconscient collectif, la définition du métabolisme, c'est la capacité à brûler des graisses, à générer, en fait, à brûler des graisses pour, pourquoi pas, faire de l'énergie, pour qu'on puisse courir, pour qu'on puisse bouger. Voilà, c'est le carburant un peu. Donc, si je synthétise en disant, le métabolisme, c'est en fait le mécanisme qui nous permet de consommer des calories. Est-ce que c'est juste, c'est complet, c'est une bonne vision des choses? Ouais, c'est ça, c'est ce qui permet en fait de produire de l'énergie pour que les réactions chimiques, cellulaires, puis la contraction musculaire, par exemple, dans notre cas aujourd'hui, puissent avoir lieu. Alors, on sait que tout ce qui est lié à la poids, tout ce qui est lié aux calories, tout ce qui est lié aussi à l'énergie, c'est aussi source de fantasmes. Et autour du métabolisme, il y en a pas mal. Pour commencer, on entend souvent parler de métabolisme lent et de métabolisme rapide. On dit que certaines personnes, ce que je disais tout à l'heure, et moi j'en connais, on en connaît tous, hein, ces gens un peu agaçants que tu vois, qui mangent un peu tout ce qu'ils veulent et qui prennent pas de poids. Et à contrario, t'as des personnes, t'as l'impression ils ont ne serait-ce que regardé un muffin, ils ont même pas touché qu'ils ont déjà pris 1 kilo. Du coup, est-ce que cette perception des personnes qui ont été un peu bénies des dieux et qui auraient un métabolisme très rapide, d'autres très lent, est-ce qu'elle est validée scientifiquement? Est-ce que ça existe réellement? Et si oui, est-ce que c'est une question génétique? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, donc le métabolisme lent ou rapide, ça fait référence du coup donc à ce que je disais, le métabolisme de base, qui est l'énergie dont on a besoin au quotidien pour fonctionner. Il représente à peu près entre 60 et 80% de la dépense énergétique totale de la journée pour des personnes qui sont sédentaires, et ça représentera plus que 30 à 40% de la dépense énergétique totale pour quelqu'un qui s'entraîne et qui est actif. Et ce métabolisme de base, il dépend de plusieurs paramètres. Effectivement, il y a un paramètre qui est génétique, qui va expliquer du coup la différence entre certaines familles, certains individus. En général, par famille, on a quand même tous un peu plus le métabolisme de base. Après, il y a d'autres paramètres qui sont l'âge. Le métabolisme, il va diminuer au fur et à mesure de... Plus on vieillit. Voilà, ça on constate. On dit souvent que passer 30, 40, 50 ans, on grossit un peu. Ouais. Et voilà, c'est ça. Ouais. Oui, on le voit. On voit, plus on vieillit, plus on vieillit, plus c'est compliqué de perdre du poids, quoi. Exactement. On va avoir le sexe, si on est un homme ou une femme. Les femmes ont un métabolisme de base qui est plus faible que les hommes. On va avoir la taille et le poids, du coup des données plus morphologiques qui vont jouer aussi sur ce métabolisme
métabolisme de base, et notamment aussi la quantité de masse musculaire. Donc, quantité de tissu, c'est une masse du coup qui va être métaboliquement active et du coup qui va demander plus d'énergie pour fonctionner. Donc, quelqu'un qui est plus musclé pour le même poids, deux personnes qui vont faire le même poids, mais la personne qui est plus musclée va avoir un métabolisme de base plus important que la personne qui est composée plutôt de plus de masse grasse que de masse musculaire. On peut avoir aussi tout ce qui est l'activité métabolique de l'organisme qui va influencer sur le métabolisme de base, c'est-à-dire si on est malade, s'il y a une maladie, souvent le métabolisme de base va être augmenté. Si on est blessé, en fonction de la période du cycle menstruel aussi, ça va jouer sur le métabolisme de base. Est-ce que si on est dans un déficit calorique chronique, est-ce que si on veut vraiment perdre du poids et donc du coup on réduit nos apports alimentaires, le métabolisme de base lui va se réguler plutôt à la baisse parce qu'on va avoir des apports de façon chronique qui seront trop faibles par rapport aux dépenses énergétiques qu'on va avoir dans la journée. Donc le corps va se mettre un petit peu en veille pour éviter d'être dans un déficit calorique constant. Et aussi le fait de pratiquer de l'activité physique et le type d'activité physique, ça va jouer aussi sur le métabolisme de base. Plus on fait de l'activité physique, plus on va avoir un métabolisme de base qui est important, qui est lié à une masse musculaire importante, plus importante du coup, mais aussi sur d'autres bienfaits de l'activité physique. Donc voilà, on n'est pas tous égaux parce qu'il y a effectivement ce côté génétique, mais on peut quand même jouer un petit peu dessus, et voilà, notamment sur la quantité, avec la quantité de masse musculaire, parce que âge, taille, poids, on peut pas y faire grand chose. Enfin, poids si, mais âge et taille, on peut pas trop jouer dessus. Donc notre métabolisme, effectivement, il est assez individuel. Il va varier en fonction qu'on soit un homme, en fonction qu'on soit grand, en fonction de l'activité physique qu'on va faire, en fonction de critères génétiques. Il faut pas, c'est pas aussi très tranché, c'est pas très extrême. Il n'y a pas vraiment des métabolismes très rapides, des métabolismes très lents. Est-ce que c'est un problème en soi? Parce que c'est vrai que aujourd'hui, on regarde ça avec l'œil de la modernité. On se dit, tiens, un métabolisme très rapide, c'est génial, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que si on se met à l'échelle de l'évolution humaine, les personnes qui vont consommer moins d'énergie, c'est plutôt un avantage dans la survie, par exemple. Et on le voit parfois dans une célèbre émission qui passe sur TF1. Souvent, on voit des athlètes qui ont des métabolismes, ils disent, voilà, justement, très rapides. C'est les premiers à craquer parce qu'en fait, tout simplement, ils sont tout de suite affamés, ils perdent énormément d'énergie et tout. Alors que la personne qui arrive, qui est un peu bedonnante, tu la vois justement à la fin. Alors souvent, d'ailleurs, ils sont très bons on a l'impression qu'ils sont très bons sur les épreuves de la fin, mais c'est juste parce qu'en fait, les autres sont affamés, ils ont plus d'énergie. C'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est juste que les autres sont encore plus moins bons, mais qu'ils arrivent à avoir. Donc, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Est-ce que c'est pas aussi un regard très moderne? Aujourd'hui, avoir quand même un métabolisme très très rapide, c'est aussi beaucoup d'énergie qu'il faut fournir à son corps, c'est aussi beaucoup d'aliments, et que sur l'échelle de l'évolution, c'est pour ça aussi qu'on voit que les gens prennent de plus en plus de poids. C'est pas forcément qu'un atout, quoi. Ouais. Après, voilà, on se pose cette question parce qu'on va vouloir parler de composition corporelle, de masse grasse, mais en termes de fonctionnement de l'organisme, c'est pas moins bon. On n'a pas un corps qui est en moins bonne santé si on a un métabolisme de base qui est plus faible qu'un métabolisme de base qui est plus élevé. Nous, on s'en rend beaucoup compte. Par exemple, si on va chercher à faire prendre de la masse musculaire chez des athlètes, ceux qui ont du mal à prendre en masse musculaire, on sait qu'ils ont un métabolisme qui est rapide, et justement parce qu'ils n'arrivent pas à manger assez de calories pour prendre du poids, et c'est toujours un combat. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus facile. Pareil sur la partie perte de poids. Mais voilà, d'un point de vue santé, c'est pas bon ou pas bon, c'est juste plutôt d'un aspect composition corporelle, esthétique et notamment quantité de masse grasse, quoi. Alors ça, c'est quelque chose aussi parce que on va parler aussi un peu de perte de poids, et c'est vrai que souvent on a tendance un petit peu à réduire, et à juste titre, la perte de poids à la balance calorique. Mais force est de constater que si c'était si simple que ça, il y aurait pas autant de personnes qui ont des difficultés à perdre du poids. Et on se rend compte, tu dois en rencontrer aussi à ton cabinet, que parfois, même avec une balance calorique déficitaire, c'est pas si simple que ça. Et le métabolisme peut aussi ralentir, augmenter la perte de poids, et que certains conseils qui peuvent marcher, ou certains régimes qui peuvent marcher chez l'un, va pas forcément marcher à droite. Des fois, il y a des personnes qui sont en déficit calorique, mais qui ne perdent pas suffisamment. C'est pas comme ils pourraient le mettre, et ça peut être lié ça au métabolisme. Ouais, alors effectivement, la raison première à une perte de poids, c'est quand même d'essayer de créer un déficit calorique. Mais alors, pour arriver à calculer si on est vraiment dans un déficit calorique, là, il y a beaucoup de biais, hein. Des fois, les personnes, si on fait une enquête alimentaire, savoir qu'est-ce que vous mangez pour essayer de calculer des apports, souvent, ils sont un petit peu sous-estimés. On a oublié le petit cookie, on a oublié le petit jus, voilà. Et qui, finalement, en fait, du coup, on créerait pas forcément de déficit calorique parce qu'en fait, il y a trop d'apports. Il y a aussi le fait qu'on se dépense pas assez, et du coup, on ralentit encore plus le métabolisme de base, et ce qui rend encore plus difficile
difficile de créer un déficit calorique parce qu'en fait, on a déjà un métabolisme de base qui est très faible. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des apports caloriques qui sont très faibles et qui seront là, du coup, plutôt délétères pour la santé. Donc, voilà, c'est tout il y a plusieurs, dans la dépense énergétique, il y a plusieurs postes de dépense énergétique. Il y en a on peut tous on peut jouer sur un peu tous d'ailleurs. Et je pense qu'on en reparlera après de les lister. Mais voilà, faut pas être complètement fataliste et nous, on est toujours un peu acteur de notre métabolisme. Oui, mais il y a une injustice, mais de toute façon, ça a été théorisé. Il y a plein d'études qui ont été faites où on a pris des personnes avec le même taille, même âge, même poids, même masse musculaire, même masse grasse. On les a enfermés pendant un mois, on les a fait manger exactement pareil. Et la perte de poids, elle est très différente d'un individu à un autre. Donc, voilà, c'est pareil. Ça, des fois, on a l'impression, c'est pas, même des fois, à certains moments de l'année, faites le même régime à un âge différent, à un moment donné dans la vie, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes résultats. Donc, voilà, c'est pas si simple, c'est pas la recette magique. Des fois, il y a d'autres éléments qui prennent en compte. On va rester un peu dans les idées reçues avant de rentrer dans le cœur du sujet parce que je profite que tu sois là parce qu'on entend tellement de choses pour te poser des questions. Moi, j'ai souvent entendu dire que ceux qui mangeaient tard le soir, ils allaient ralentir leur métabolisme, ou encore quelque chose aussi qui est très à la mode en ce moment, c'est qu'on conseille alors c'est un peu les régimes aussi à la mode, on fera un épisode d'ailleurs autour des régimes à la mode, mais de fragmenter un peu plus tes repas, c'est-à-dire manger toujours un petit peu quasiment tout le temps pour que tout le temps on soit en système de digestion et donc on pourrait perdre un peu du poids. Est-ce que ça c'est des idées reçues? Est-ce que c'est vrai ce qu'on peut entendre autour de ça? Non, du coup il y a un des postes du coup de la dépense énergétique qui est la thermogénèse alimentaire, c'est-à-dire le coût énergétique de la digestion, l'absorption, le transport et la mise en réserve en fait de l'énergie des aliments qu'on va consommer. Ça représente à peu près, c'est un petit poste, mais 6 à 10% un peu de la dépense énergétique totale de la journée. Et la thermogénèse alimentaire, donc la quantité d'énergie qu'on va brûler pour pouvoir digérer, elle va dépendre en fait du type de macronutriments qu'on va consommer, des aliments qu'on va consommer dans la journée. On va, alors par exemple pour les apports plutôt glucidiques, on va dépenser 5 à 10% de la valeur calorique de l'aliment en thermogénèse alimentaire. Les protéines. On perd du poids en mangeant en fait. Oui, voilà, on peut perdre du poids en mangeant en fonction du coup de ce qu'on va manger. Donc les glucides pardon, ça va être 5 à 10%. Les protéines, ça va être beaucoup plus important, ça va être 20 à 30% de la valeur calorique de l'aliment qui va être perdue. Et les lipides, c'est seulement 3 à 5% de leur valeur calorique. Donc si on fait des petits repas riches en lipides, on va apporter beaucoup de calories, mais on va très peu en consommer. En consommer pour le digérer. Par contre, si on fait des petits repas plutôt protéinés, où là, du coup, on va apporter peu de calories qui va être très peu stocké, en fait, mais on va en perdre plus pour digérer. Donc, ça peut être une stratégie pour ceux, en plus, qui n'ont pas trop des gros appétits sur les repas et tout, que ça peut être intéressant de fractionner ces repas et ça peut conduire, du coup, à une perte de poids parce que on crée, du coup, un poste de dépense énergétique qui est supplémentaire. Et voilà, encore une fois, les lipides n'ont pas forcément la part belle et ça explique aussi pourquoi une alimentation plus lipidique ne va pas dans le sens d'une perte de poids clair. Parce que du coup, on maximise pas la dépense énergétique. Alors ça c'est un peu dans les extrêmes, c'était le fameux régime Dukan. Alors pour ceux qui c'est très populaire au début des années 2000 où justement on conseillait aux gens de manger alors c'est que des protéines. Ça marchait. Hein. Ça c'est de toute façon il y a plein de régimes qui marchent. Hein. C'est qu'après c'est ce que ça dure et les états sur la santé, mais c'était un peu l'idée, c'est-à-dire je vais manger que de la viande et puis en fait je vais en digérant cette viande parce que c'est vrai que c'est alors on dépense de l'énergie, on va brûler des calories quoi. Donc ça c'était un très mauvais régime que tu déconseilles j'imagine. Voilà, c'est évidemment avec parcimonie. Allez, un dernier pour la route. C'est vrai que tu parles de thermogénèse des aliments, mais il y a aussi la thermorégulation. Et c'est vrai que intuitivement, on pourrait penser que courir l'été, il fait chaud, on transpire, on va générer plus de chaleur, on va brûler plus de calories. Pourtant, il paraîtrait que courir souvent dans le froid va stimuler justement notre métabolisme. Et c'est vrai qu'on voit dans certains pays où il y a vraiment cette culture du froid, les pays scandinaves ou ce genre de choses, où il y a les bienfaits vantés sur le système immunitaire, sur le métabolisme, pour justement aussi brûler plus de graisse. On sait que dans les pays aussi où il fait les montagnes, l'hiver, on sait que c'est des pays très riches où il y a quand même beaucoup de perte de poids. Est-ce que si je m'entraîne quand il fait froid, là ça va être l'hiver, est-ce que je vais augmenter ma perte de graisse? Est-ce que ça va avoir un petit effet en bonus?
Alors, va y avoir une augmentation effectivement du métabolisme de base parce qu'on va répondre au stress du froid et le corps va avoir besoin de se réchauffer. On va essayer de lutter du coup contre cette hypothermie du coup qui a lieu quand on s'entraîne au froid. Et donc du coup, ça va augmenter un peu les dépenses énergétiques. Mais finalement, en fait, c'est plutôt le métabolisme glucidique qui va augmenter et pas celui des lipides pour répondre du coup à cette dépense énergétique augmentée. Et en fait, d'ailleurs, c'est le fait qu'on frissonne, tout ça, c'est ça qui va nous créer une dépense énergétique C'est drôle, hein. supérieure, et on va avoir besoin du coup des glucides du coup pour frissonner et pour créer cette chaleur. Et du coup, on va avoir une adaptation. Si on est un peu trop exposé au froid, c'est qu'on va avoir plutôt plus de tissu adipeux brun qui permet du coup de créer de la chaleur sans avoir besoin de frissonner. Donc on va peut-être avoir des réserves lipidiques qui sont un peu plus importantes justement pour répondre à ce stress du froid. Mais par contre, du fait qu'on aura une dépense énergétique plus importante, on pourra quand même avoir une perte de poids. C'est pour ça que les personnes très très minces ont souvent des difficultés à supporter le froid. Exactement. Ouais, ouais. Bon, hyper intéressant. Voilà, ça c'était. On s'est intéressé au mythe. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on oriente notre conversation vers un aspect peut-être un peu plus fondamental. C'est le rôle justement de l'alimentation dans la modulation du métabolisme, en d'autres termes. Hein. Comment est-ce que, si c'est possible, notre alimentation elle peut influencer positivement ou négativement la manière dont notre métabolisme fonctionne? Tout dépend aussi ce que plus vous allez consommer de lipides dans votre alimentation, plus du coup vous allez oxyder et brûler des lipides, plus vous allez consommer des glucides, plus vous allez brûler des glucides. Donc ça, déjà, ça peut avoir un effet, voilà, sur les types de substrats énergétiques qui sont brûlés. Après, sur la dépense énergétique en général, on l'a dit, hein, plus on a une masse musculaire qui est élevée, plus du coup nos dépenses énergétiques totales de la journée vont être élevées. Donc du coup, plus on va avoir une alimentation protéique, ou du moins, je vante pas les régimes hyperprotéinés, mais du moins qu'on va avoir une alimentation qui va favoriser la synthèse musculaire et favoriser du coup la prise de masse musculaire, plus du coup on va pouvoir augmenter du coup les dépenses énergétiques de notre organisme. Et on l'a parlé, ça va dans le même sens, la thermogénèse alimentaire, plus on va consommer des protéines, plus du coup aussi on va dépenser de l'énergie à les digérer, plutôt que si on digérait des lipides. Surtout que les protéines ne se stockent pas réellement comme vont se stocker les glucides ou les lipides. Donc voilà, les lipides, on va en consommer et ça va rester se stocker, et on va avoir une prise de poids et un ralentissement plutôt du métabolisme de base, parce que le tissu adipeux ne va pas consommer beaucoup d'énergie pour fonctionner. Il est là, voilà. Mais par contre, la masse musculaire, c'est quelque chose qui se construit, qui se déconstruit, et qui du coup demande de l'énergie. Donc voilà, consommer un petit peu plus de protéines sans partir, voilà, sur les régimes dont on a pu parler tout à l'heure, hyperprotéinés, qui vont être délétères pour la santé. Mais ça fait sens. Réduire un petit peu les lipides, augmenter un peu plus les glucides et les protéines pour réactiver un petit peu la dépense énergétique. Ouais. Super intéressant. On entend aussi beaucoup parler, tu sais, des aliments un peu brûle-graisse. Il y a le jus de citron, voilà, voilà, je sais pas, hein, ce genre de choses qu'on. On a dit que voilà, c'était les idées reçues. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur là, tu faisais référence de la protéine, mais est-ce qu'il y a vraiment des aliments qui peuvent nous permettre de brûler des graisses, comme on peut l'entendre, aller à un jus de citron le matin à jeun? Est-ce que ça fait sens? Pas du tout. Complètement mythe, ça. Non, ça, c'est un mythe, alors. Ouais, c'est un mythe. Moi, je le bois pas, hein, je m'impose pas ça. Après, si vous aimez le jus de citron le matin au petit-déj, oui, hein, ça ne serait pas mauvais. Voilà, il y a de la vitamine C dans les agrumes, c'est très bien, voilà. Mais ne vous trompez pas sur l'effet que ça va avoir. Non, il n'y a pas du tout d'effet brûle-graisse. C'est un mythe complètement, qu'il y a des aliments qui sont brûle-graisse et qui nous permettraient de perdre du poids. Sinon, on le saurait déjà et tout le monde mangerait ça, du coup. Mais non, alors après, effectivement, il peut y avoir des aliments ou des molécules qui peuvent montrer après dans les études qu'on a une plus grande oxydation lipidique. Mais de là à expliquer, du coup, une modification de la composition corporelle, non, ce serait pas le cas. Après, voilà, dans les idées un peu reçues, on peut penser à la caféine, du coup, qui peut avoir un effet un petit peu brûle-graisse. Ça supprime aussi un petit peu la faim, donc du coup on voit l'effet d'avoir un peu de satiété. Ouais, en fait on sait pas vraiment trop, mais voilà, il y a une oxydation lipidique qu'on mesure à l'effort qui est augmentée, mais bon, finalement en fait si on voulait avoir
un effet sur carrément la diminution du tissu adipeux, il faudrait consommer des quantités de caféine qui sont beaucoup trop importantes et qui seraient pas viables. On parle aussi des fois de la capsaïcine qu'on va retrouver aussi dans le piment, mais en fait, c'est beaucoup des études qui ont été faites chez la souris. Il y a très peu de choses qui ont été faites chez l'humain, et en fait, voilà, c'est plutôt lié à ça va un peu nous brûler. Il va y avoir un effet un peu stress. Il va y avoir un peu plus de catécholamines, donc qui vont être sécrétées, l'adrénaline, tout ça, qui peuvent créer une dépense énergétique, ou une oxydation lipidique sur le moment, mais pas de là à créer une perte de poids. Ouais, non. Bon, malheureusement, pas de médicaments miracles. Il y a pas, de toute façon, bon voilà, moi c'est un peu ma vision de la nutrition, il n'y a pas de chose miracle. Ce qui va marcher pour votre perte de poids durable à long terme, c'est votre déficit calorique. Donc faites attention à vous dépenser et à ce que vous mangez dans votre alimentation pour pouvoir créer ce déficit calorique et perdre de la masse grasse. Un autre élément pour moi, qui est souvent un absent, justement, dans tout ce qui est cette dépense énergétique, quand on cherche à perdre du poids, et pourtant qui est quand même assez important, c'est l'hydratation. Parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas suffisamment, mais je crois savoir, mais tu vas me confirmer ou non, que l'hydratation elle a un impact sur notre prise ou notre perte de poids, notamment sur notre métabolisme. Ça, c'est très, très important. D'ailleurs, voilà, dans les régimes, maintenant, on fait beaucoup plus attention à ces données-là. Ouais. On a dit, le métabolisme, c'était pour que notre corps puisse fonctionner. Et on est composé à 60-70% d'eau. On n'est que de l'eau, majoritairement que de l'eau. Donc, si ça représente une part qui est aussi importante, c'est bien que ça assure des fonctions vitales et que c'est important pour son fonctionnement. Et du coup, il faut apporter à l'organisme tout ce dont il a besoin pour que tous les métabolismes fonctionnent, et notamment, du coup, la dépense énergétique. L'eau, elle va remplir des fonctions vitales comme le transport des éléments nutritifs du coup vers les tissus de l'organisme, dans le sang. Le fait que on soit bien hydraté, on va avoir un sang qui va être moins épais et qui va plus circuler. On va plus éliminer aussi, donc on va là au niveau dépenses énergétiques et élimination de certaines calories, voilà, par les urines, les fesses, on va du coup... L'effet drainant, ouais. Voilà, exactement, l'effet drainant, tout à fait. On va éliminer un petit peu plus sur la fonction aussi de thermorégulation, sur la pression artérielle. Donc tout ça fait que l'eau, elle va être essentielle effectivement au bon fonctionnement de l'organisme. À l'inverse, si on boit pas assez, on va pouvoir observer des phénomènes de rétention d'eau qui, là, du coup, vont faire prendre du poids. Alors, on va pas faire prendre de la masse grasse, mais vont faire prendre du poids sur la balance, parce que le corps a tellement besoin d'eau, mais on lui en apporte pas assez, qu'il va faire des réserves d'eau parce qu'il en a besoin, et il a été trop confronté au fait qu'il consommait pas assez d'eau. Du coup, il va faire des réserves d'eau, et c'est pas anodin de voir 1 ou 2 kilos en plus sur la balance juste parce qu'on ne boit pas assez. Ouais. Ouais. Donc on stocke bêtement. On stocke bêtement de l'eau, alors que c'est quelque chose qui est facilement d'accès. Après, des fois, il y a de la rétention d'eau qui peut être liée à des déséquilibres hormonaux, notamment chez les femmes pendant le cycle menstruel. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, le fait de boire trop, c'est pas plus on boit, plus on va stocker. Non, c'est complètement l'inverse qui se passe. Donc effectivement, pour que tout fonctionne bien, oui, il faut bien s'hydrater. Ouais. Est-ce qu'on peut s'intéresser maintenant à l'impact de nos entraînements sur notre métabolisme? Alors, tu l'as dit, la pratique sportive elle a un impact direct, elle a des bienfaits sur le métabolisme. À contrario, la sédentarité, c'est néfaste. Mais est-ce qu'il y a un type d'entraînement qui va favoriser notre métabolisme? Par exemple, on entend souvent que les séances à faible intensité vont avoir un impact supérieur que les séances à plus haute intensité. Voilà, est-ce que pour perdre du poids, il faudrait courir lentement parce qu'on est sur des filières plutôt lipidiques? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Parce que c'est pareil, il y a beaucoup d'idées reçues ou de fausses croyances qui entourent cette question. Alors déjà, effectivement, l'activité physique va rajouter de la dépense énergétique à notre métabolisme de base, à la thermogénèse dont on a parlé. Donc, plus on a une dépense énergétique, plus il va être facile du coup de perdre du poids, si encore une fois, c'est l'objectif. On parle dans termes d'activité physique, il y a de la dépense énergétique liée vraiment à l'activité sport, qui va être du coup la majorité aussi de nos auditeurs, mais là, il y a aussi tout le côté des activités qui sont des activités du quotidien. Prendre les escaliers plutôt que l'escalator, on parle, descendre plus tôt d'un arrêt de bus, voilà, faire son bricolage, faire du shopping, tout ça, c'est le fait d'être debout, de faire son ménage, de cuisiner, tout ça, ça va être aussi encore de l'activité qui va permettre d'augmenter un peu son métabolisme énergétique. Donc voilà, là c'est pas le sport en soi, mais il faut pas oublier non plus, si voilà, on est sédentaire, de aussi favoriser aussi toutes ces activités-là qui vont permettre aussi plus facilement de perdre du poids, si encore une fois c'est notre objectif. Après, si on s'intéresse du coup au type d'activité
d'activité séance. physique, de séance. Alors effectivement, il a longtemps été pensé que faire des activités à faible intensité permettait de perdre plus de gras parce que on était du coup à une intensité où effectivement, c'est les lipides qui vont être les substrats énergétiques majoritaires du muscle. On atteint une intensité ou une vitesse qui va correspondre au fat max. C'est voilà le moment où on va oxyder le plus de lipides, donc qui sont souvent sur des intensités faibles. Et on a souvent fait d'ailleurs courir du coup les obèses à leur fat max pour essayer qu'ils déstockent un peu plus de graisse et perdent du poids. Mais plus récemment, il a été aussi montré que lorsqu'on fait des efforts à très haute intensité, on brûle du coup beaucoup plus de glucides pendant cette séance. Effectivement, on va brûler moins de lipides, mais sur le moment de la récupération, on va avoir une dette d'oxygène du coup qui va apparaître à ce moment-là et qui va elle demander du coup des substrats énergétiques pour pouvoir être comblée, cette dette d'oxygène. Et notamment vu qu'on a brûlé plus de glucides pendant l'effort, en fait on n'a plus de glucides pour venir alimenter du coup le métabolisme en récupération, et c'est plutôt les lipides là qui vont prendre le relais. Et ce moment un peu de dette d'oxygène, il va durer plusieurs heures, et donc finalement l'oxydation lipidique sur l'ensemble activité physique plus le moment de la récupération et le fait de booster un peu le métabolisme et la dépense énergétique qui va durer plusieurs heures va être finalement plus efficace dans la perte de poids que juste avoir cherché à perdre des lipides pendant une demi-heure si on fait un footing à faible allure, quoi. Donc finalement les exercices à très haute intensité sont aujourd'hui reconnus comme étant plus efficaces pour augmenter la dépense énergétique et l'oxydation lipidique. En plus, en général, sur les exercices à haute intensité, on va stimuler aussi un peu plus la masse musculaire, donc on va augmenter sa masse maigre. Et on l'a dit, ça va jouer sur le métabolisme de base. Ouais, on en avait parlé il y a quelques semaines dans un épisode avec Tristan, qui est aussi animateur, mais qui est coach. Et justement, on avait discuté de ça. On a fait une séance plus sur la foulée et tout. Et c'est la combinaison des deux, souvent, qui va, c'est de pouvoir tout à fait. combiner les deux. Et moi-même, je l'ai vu, je l'ai constaté. J'ai mis du fractionné dans... j'avais le même volume d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai le même nombre de volumes d'entraînement, c'est juste que j'ai remplacé une séance de footing avec une séance de fractionné, parce que là je courais un petit peu moins et donc j'étais plus dans le confort, et j'ai vu que rien que ça m'avait permis de perdre du poids alors que j'ai gardé le même volume d'entraînement, le même nombre et le même niveau de kilométrage. J'ai même baissé un peu mon kilométrage, donc même en courant moins j'ai perdu un peu plus, parce que si le corps s'habitue, donc à un moment donné si vous courez toujours pareil, il faut varier, et ça c'est extrêmement important. On en a alors ça c'est une croyance qui est un peu moins répandue, mais bon, on peut pas faire cet épisode sans en parler, c'est l'entraînement à jeun, parce que si je vais courir le matin à jeun, je vais taper plus dans mes graisses. J'y pense, donc je pose la question. Il a été montré effectivement que si on court à jeun, du coup, avec peu de glucides disponibles, le foie s'est complètement vidé pendant la nuit de ses réserves en glycogène, hépatique, du coup, pas musculaire. On va avoir plus d'oxydation lipidique pendant l'effort à jeun que si on a consommé un petit déjeuner avec des glucides, où là, on sera sur une oxydation plutôt glucidique pendant l'effort. Ça peut participer effectivement à une perte de poids, mais ça, ce sera effectivement plus chez les personnes qui ont moins l'habitude déjà, enfin, qui sont pas impliquées dans un gros volume d'entraînement, quoi. Ouais, voilà, complètement. Et puis c'est scientifiquement, je crois qu'on a eu du mal aussi à le corréler. Puis c'est en plus, t'as tendance à surcompenser. Je sais, c'est-à-dire que quand t'as pas mangé le matin, tu vas surcompenser parce que tu vas avoir un peu plus faim sur le reste de la journée, donc il y a un effet de surcompensation. Donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir si ça fonctionne. Il y a plusieurs choses qui s'imbriquent, et effectivement on observe souvent quand il n'y a pas de petit déjeuner pris, on va avoir beaucoup plus d'envie de grignotage sucré tout au long de la journée, et des fois on va y répondre, et donc là pour le coup ça va être contre-productif à ce qu'on a voulu faire le matin sans prendre de petit déj. Bon, c'est pratique, courir à jeun, on gagne du temps le matin, c'est intéressant, mais c'est pas le remède miracle. Exactement. Malheureusement. Alors, un autre élément, on parle de performance, la récupération, on sait que c'est un élément clé, mais on sait que le fait de dormir, on parlait de l'hydratation, parce que c'est vrai que, comme je t'ai dit, on en revient à notre logique de se dire déficit calorique, oui, mais c'est pas que ça. Le repos, l'hydratation, ça va considérablement vous permettre de booster l'effet de la perte de poids, et notamment dormir. Le fait de dormir, la récupération, un athlète qui va pas être en surentraînement, un athlète qui va bien récupérer, ça va nous faciliter le métabolisme. On va brûler plus d'énergie, ça va être plus efficace. Ouais, le fait qu'on accumule moins de fatigue, que le corps soit bien reposé, le métabolisme va mieux fonctionner, on va plus se dépenser, et ça va souvent. On observe très souvent que les athlètes qui dorment bien ont une meilleure gestion de leur poids. Ceux qui dorment mal, en général, ont plus de difficultés à perdre du poids, voire
voire en prennent. Et c'est encore une fois dans la qualité un peu d'hygiène de vie, d'avoir un rythme qui est toujours un peu le même, une certaine routine sur un nombre d'heures de sommeil suffisamment important, de se coucher un peu toujours à la même heure, se lever toujours à la même heure, d'avoir des repas plutôt à heure fixe et pas de temps en temps c'est à 16h, de temps en temps c'est à 11h30, tout ça. Le fait que voilà, on a une hygiène de vie, effectivement, ça va vraiment faciliter la réponse de l'organisme à toutes ces variations de dépenses énergétiques, apport calorique. Extrêmement. Et c'est pas anodin. Hein. On n'est pas dans le petit détail. Non, c'est vraiment des éléments très 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 le très sommeil, importants. C'est souvent la base de plein de choses. Donc il faut en prendre soin. Ouais. Exactement. Et voilà, pas mal d'études ont montré aussi justement les personnes, comme tu disais, qui vont beaucoup dormir le week-end, qui vont essayer de rattraper un peu, qui vont avoir des rythmes, qui vont jamais se coucher à la même heure. Ben, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait un impact d'obésité qui était extrêmement important. Donc ça joue beaucoup. Un autre élément aussi, c'est un peu les kilos d'émotions. Ça, c'est quelque chose qu'on dit. Alors moi, j'ai l'impression d'être sujet à ça, tout ce qui est anxiété, stress. On voit aussi des personnes qui vont prendre beaucoup de poids, d'autres qui vont en perdre. On sait, hein, souvent les deuils ou ce genre de choses, ça a des impacts directs. Qu'est-ce que ça peut jouer? C'est notre état émotionnel. Donc tout ce qui est stress, anxiété, tristesse, ces émotions un peu sur le métabolisme, est-ce que ça joue ou on est dans le mythe? Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça joue. Hein. La gestion des émotions, ça va beaucoup passer après sur le comportement alimentaire. Hein. Alors, qui est pas forcément le même hein, en fonction des personnes. Il y en a, plus elles sont stressées, plus elles vont manger. Il y en a d'autres, le stress va leur couper complètement la faim. Donc, c'est plutôt sur un effet plutôt faim et satiété que ça va jouer que vraiment sur les calories brûlées. Alors, effectivement, le stress, avec la production de catécholamine, va avoir tendance quand même à augmenter un peu le métabolisme énergétique, mais la dépense énergétique, ça va être quand même minime par rapport au fait qu'on fasse une activité physique. On peut se dire, tiens, cool, je suis stressé, je vais perdre du poids. Mais voilà, ça va plutôt être sur la partie comportement alimentaire et les quantités après qu'on va ingérer, l'envie de grignoter, tout ça. Est-ce qu'on va avoir vraiment très faim ou est-ce qu'on va avoir le ventre noué? Du coup, on va moins manger. Mais c'est vraiment un peu sur le comportement alimentaire plutôt que sur le métabolisme pur. Ouais. Hyper intéressant. Alors, il faut quand même qu'on évoque quelque chose de très important. On peut pas se quitter sans en parler. C'est parler justement du déficit calorique et on peut parler aussi des régimes restrictifs en matière de calories. Et ça, on a eu pas mal de témoignages, nous, dans le podcast, de personnes qui ont expliqué, voilà, j'ai fait des régimes extrêmement restrictifs, hypocaloriques, avec des fois 600, 700 calories par jour, donc vraiment très, 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 très bas. Et là, les conséquences sur le métabolisme sur le long terme, ils peuvent être catastrophiques. C'est souvent des pertes de poids et après, on reprend beaucoup, beaucoup plus, ou des personnes qui veulent se lancer dans des régimes avec des ambitions de perdre 1,5 kg, 2, 3 kilos par semaine. Des fois, on monte, voilà. Là, c'est, donc on est en hypocalorie. Là, c'est red flag, quoi. Ouais, complètement. Dans les régimes hypocaloriques, c'est vraiment à prescrire. Souvent, les gens, ils aiment bien ce genre de régime parce que ça va vite et il y a une perte de poids qui est rapide. Et sauf qu'en fait, non, il faut plutôt se dire que les régimes doivent être plutôt lents, progressifs. On doit viser une perte de poids de 500 grammes à 1 kg maximum par semaine. C'est déjà très bien. Et plutôt se dire que je change mes habitudes alimentaires plutôt que je fais un régime d'ailleurs. Et voilà, plus la perte de poids sera lente, plus elle sera durable. Et en fait, le problème aussi des régimes hypocaloriques, avant de venir après sur vraiment le fonctionnement du métabolisme avec ces régimes-là, c'est que c'est pas du tout un régime qui est tenable sur le long terme. Donc en fait, on va le faire 1 mois, mais après on va reprendre à manger comme avant. En fait, l'idée c'est plutôt de réapprendre à manger pour que ce soit tenable sur le long terme et que ce soit plutôt un rééquilibrage alimentaire. Et après, du coup, si effectivement c'est hypocalorique, donc on l'a dit, on a un minimum d'énergie dont on a besoin dans la journée pour que notre organisme fonctionne, pour que le métabolisme marche, quoi. Et souvent, du coup, les régimes hypocaloriques tombent en dessous de ce métabolisme de base. Donc, une des réactions de l'organisme, c'est de se mettre en veille. Il va mettre certaines fonctions en veille. Le métabolisme de base va diminuer. Donc, il avait une certaine valeur avant. Le fait qu'on l'expose du coup à des apports caloriques qui sont de façon chronique trop faibles, il va diminuer. Et des apports avant qui suffisaient à une perte de poids, ils vont plus suffire parce que du coup les dépenses énergétiques se sont encore abaissées. Donc si on reprend après à manger de façon normale, on retombe dans un excédent calorique qui est plus supérieur à avant. Et c'est d'où l'effet yo-yo. J'ai perdu du poids, j'en reprends plus. Donc, et on en a plus, tous dans nos familles des tantes, des oncles, ça Ouais. fait 50 ans qu'ils sont au régime parce qu'ils ont encore un peu cette vision qui était très populaire dans les années 80-90 de justement, hop, on va manger des pommes, on va machin, voilà, on se restreint au niveau calorique. C'est un peu l'ancienne vision. Enfin, moi, je veux dire, j'ai 50 personnes de ma famille, ça fait 50 ans qu'ils sont au régime, quoi. Ça marche pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit moins des gens dire, et c'est quand même, on a vachement évolué sur ça. On entend beaucoup moins des gens qui disent,
j'ai trop mangé, il faut que je perde du poids, il faut que je fasse un régime. C'est plutôt, il faut que j'aille au sport. C'est voilà. vrai. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça sera bien mieux pour eux, pour leur santé, pour plein de choses. Voilà, faut que j'aille à la salle. Bon, allez courir plutôt qu'aller à la salle. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Alors, on a beaucoup parlé des macronutriments, les protéines, les glucides, les lipides, mais les vitamines, les minéraux, les micronutriments, est-ce qu'ils ont aussi leur impact dans le métabolisme? Est-ce que ça a un rôle? On peut peut-être un petit peu résumer, tu peux peut-être un petit peu réexpliquer ce que sont les minéraux, les micronutriments, ce genre de choses. Et est-ce que c'est important aussi d'être vigilant par rapport à ça si on veut un bon métabolisme et une bonne perte de poids? Oui, alors ils vont avoir un effet un peu indirect sur la perte de poids, c'est-à-dire que les micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux n'apportent pas de calories à la différence des macronutriments qui sont glucides, lipides et protéines. Par contre, ils vont être essentiels pour toutes les réactions chimiques de notre organisme, donc ils sont forcément reliés au métabolisme. Si on a une carence en vitamines, des minéraux qui sont pas suffisamment importants, on va avoir des fonctions biologiques qui vont pas fonctionner, et donc du coup ça peut venir entraver du coup la perte de poids. Mais en soi, comme ça n'apporte pas, ça va pas jouer sur soit la dépense soit l'apport calorique, ça va pas avoir un rôle direct dans la perte de poids. Par contre, voilà, il y a bon nombre de maladies qui sont liées à une carence en vitamines. On n'a pas de maladies qui sont liées à une carence en protéines ou peut-être un peu, mais carence en glucides pour le coup. Donc oui, ça va vraiment être essentiel pour plein de fonctions. Et donc les vitamines et les minéraux, on va les trouver beaucoup dans les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. Et c'est le fait du coup d'avoir une alimentation variée, on est sûr qu'on se prémunit de majorité de carences en vitamines et minéraux. Et voilà, il y a énormément de fonctions qui vont être dépendantes des vitamines et des minéraux, le métabolisme énergétique, l'immunité, les globules rouges, les globules blancs, la santé des os, la vision. Sans vitamines et minéraux, non, on fonctionnerait pas du tout. Il faut pas les oublier. Ceux-là, ils sont très importants. D'ailleurs, on avait fait une petite série dans les capsules du vendredi justement sur les micronutriments. On mettra le lien de ces épisodes en commentaire. N'hésitez pas à les écouter, c'est hyper intéressant. En matière de gestion du poids, c'est vrai que et là, on est beaucoup comme ça. Les coureurs, les sportifs, on se concentre beaucoup aussi sur le chiffre de la balance. On suit un peu tout ça, sans rentrer dans les excès. Mais on va dire, voilà, c'est vrai que maintenant, on peut être vigilant, en tout cas, à bien suivre son poids. Moi, en plus, je suis un petit peu gourmand. Quand on court, voilà, des fois, on a tendance aussi un peu à se faire un peu plus plaisir. C'est quand même, voilà, courir plus pour manger plus. Moi, c'est ma devise. Est-ce que c'est pas non plus une vision un peu peut-être réductrice par rapport à d'autres indicateurs un peu plus holistiques qu'on pourrait prendre en compte justement pour savoir si on a une bonne santé, un bon métabolisme, plutôt que le chiffre sur la balance? Est-ce que ça doit vraiment être le juge de paix? Et parce que c'est vrai que des fois, moi, je peux prendre un ami à moi, 1m78, même âge, pourtant, on voit bien qu'on va avoir des poids différents, et c'est pas pour autant qu'il va faire plus gros, plus mince que moi. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas très fin. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Pour toi, voilà, avoir une bonne vision sur son métabolisme, quel indicateur on doit regarder? Est-ce que c'est que la balance? Non, ouais, c'est pas que la balance, hein. Le poids, c'est que quelques chiffres, mais en fait, c'est la composition corporelle qui va être importante et qui va surtout être gage d'une bonne santé, hein. On sait que si on a beaucoup de masse grasse, ça va plutôt être délétère pour la santé et etc. Donc, on va regarder tous les composants en fait de la composition corporelle. On va avoir l'eau, on va avoir notre squelette qui ne pèse pas très lourd, donc c'est pas je suis lourd parce que j'ai un gros squelette, ça n'existe pas. Ça, c'est pas vrai, ça? C'est un mythe aussi? Ah oui, un squelette, ça pèse 4, 5, 6 kilos grand maximum. Donc voilà, si on a un surplus de 10 kilos, c'est pas lié, j'ai des gros os. Non, ça n'existe pas. Bon, ça me fait pas plaisir ce que tu me dis, hein, parce que moi, c'était l'argument que je sortais. Je peux plus le dire maintenant. Non, donc voilà, il va falloir regarder sinon plutôt masse grasse, masse musculaire. Et donc effectivement, en fonction du poids qu'on fait, il vaut mieux avoir plus de masse musculaire et moins de masse grasse, donc ça va avoir un effet sur la santé, mais aussi sur le visuel que vous voulez avoir, hein. Souvent, on veut un poids, mais on veut aussi une silhouette. C'est clair. Effectivement, aujourd'hui, dans la représentation qu'on a des stéréotypes, on a plutôt envie d'avoir plus de masse musculaire que de masse grasse. Donc oui, pour deux personnes, on peut avoir deux compositions corporelles différentes et pourtant le même poids, et donc du coup un aspect santé qui est différent entre ces deux personnes. Ouais. Après, les balances qui calculent la masse grasse, bon, petite balance, c'est pour ça qu'il y a aussi à l'eau, c'est pas très fiable, faut faire attention. Ouais, faut faire attention à ces gadgets un peu. Aujourd'hui, c'est pas du tout en tant que professionnels, nous, et travailler avec des sportifs, c'est une technologie qu'on n'utilise pas parce qu'elle est peu fiable. Après, les techniques auxquelles on a accès, nous, elles sont pas accessibles pour le grand public. Donc, voilà, mais ça peut donner un ordre d'idée, mais voilà, c'est pas très, très fiable.
Quels sont les éléments clés à retenir de cet épisode autour du métabolisme, autour de la perte de poids? Qu'est-ce que tu peux nous en dire si on doit synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Ouais, le métabolisme, du coup, c'est le bon fonctionnement de l'organisme. Il va être dépendant, effectivement, de vos apports alimentaires. Est-ce que vous, d'un point de vue vraiment calorique, est-ce que vous apportez trop de calories par rapport à ce que vous dépensez? Quel est votre objectif? Est-ce que vous cherchez à perdre du poids, à prendre du poids? Si vous cherchez à perdre du poids, il faut créer un déficit calorique. Si vous cherchez à en prendre, il faut plutôt en créer un excédent, mais après, pas n'importe lequel. Le métabolisme va bien fonctionner aussi si vous avez des bons apports en micronutriments, vitamines, minéraux, et vous pouvez jouer effectivement sur votre métabolisme et sur votre perte de poids en allant plutôt, du coup, en cherchant à stimuler votre dépense énergétique, donc en essayant d'avoir une masse musculaire un peu plus importante, et bien sûr en pratiquant de l'activité physique. Et puis bien dormir, bien boire, Oui, voilà. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. C'est les bases. Mais qui sont trop oubliés. Ah ouais, Vraiment, tu vois, je l'ai oublié. C'est trop oublié. Bon, on en a quand même bien parlé dans l'épisode, heureusement. Mais c'est vrai que des fois, ne serait-ce qu'en améliorant ça, vous pouvez perdre du poids sans toucher à vos calories et inversement. C'est aussi puissant que ça. Donc, ne l'oublions pas. Merci infiniment, Lauriane, pour toutes ces informations. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Et le mois prochain pour un nouvel épisode de Body and Mind, votre programme dédié à votre santé mentale et physique. À très vite. Merci.